Chers étudiants, bonjour. Après avoir présenté le cadre général dans lequel s'inscrivent les finances publiques, c'est-à-dire les piliers de la réforme des finances publiques au Maroc, aujourd'hui, on va centrer l'attention sur la loi de finances, comme étant le deuxième axe de cette présentation. Il faut dire que le budget présente un ensemble de traits caractéristiques, des traits dont les principaux sont les suivants. Premièrement, le budget constitue l'instrument principal par lequel l'État finance ses interventions dans les différents domaines et lui permet en conséquence d'exercer effectivement ses prérogatives. C'est le moyen par lequel l'État implémente annuellement son programme socio-économique basé sur des priorités définies avec précision. Donc, inutile de rappeler que les finances publiques constituent le moyen d'intervention privilégié de l'État. On va donner l'exemple de la loi de finances 2020, loi de finances qui s'est fixé les priorités suivantes. Première priorité, poursuite de soutien aux politiques sociales. Politiques sociales concernant la santé, l'éducation et la formation, concernant aussi l'emploi, l'habitat et la protection sociale. Deuxième priorité de la loi de finances 2020, priorité qui témoigne de cette tendance à assurer un certain équilibre social. Deuxième priorité, c'est la réduction des disparités sociales et territoriales et mise en place des mécanismes de la protection sociale. Troisième priorité, impulsion d'une nouvelle dynamique à l'investissement et au soutien de l'entreprise. Bien sûr, dynamique de l'investissement et soutien de l'entreprise, soit à travers l'investissement public, et on sait bien que le montant global de l'investissement public est important, il avoisine les 195 milliards de dirhams, soutien d'entreprise à travers un ensemble de moyens, dont notamment les incitations fiscales. On reviendra par la suite sur le rôle des dépenses fiscales en matière de promotion de l'investissement, donc de l'entreprise. Deuxième trait caractéristique, le budget, en raison de son importance, se trouve balisé aux différentes étapes de son élaboration et de son exécution par un cadre juridique extrêmement dense. Donc en matière de finances publiques, il y a un cadre juridique extrêmement dense. Ce cadre touche l'ensemble de l'arsenal disponible, depuis le sommet représenté par la Constitution jusqu'à la base constituée par les circulaires administratives, en passant par les lois organiques, les lois ordinaires, les décrets du chef du gouvernement et les arrêtés ministériels. Plus concrètement, le cadre juridique de la loi de finances au Maroc comprend principalement les textes suivants. Il y a d'abord la Constitution, ensuite il y a la loi organique relative à la loi de finances, c'est la loi numéro 133, qui constitue, comme on l'a vu la séance précédente, le couronnement des réformes budgétaires entreprises au Maroc, réforme qui se base, comme on l'avait déjà dit, et c'est nécessaire de le rappeler, sur la performance, mais aussi sur la transparence et sur la reddition des comptes. Il y a troisième texte juridique, il y a le décret relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances. Décret qui a été édité le 15 juillet 2015. Il y a aussi le décret royal portant règlement général de comptabilité publique. Bien sûr, c'est le décret du 26 avril 1967, mais il faut voir la version de janvier 2019. Alors, ceci étant, la notion de loi de finances ne peut être approchée que si l'on revient à ces différents textes de loi. D'abord,
sur le plan constitutionnel. Dans la Constitution du 1er juillet 2011, c'est la Constitution du Royaume du Maroc, on recense 3 articles dédiés aux lois de finances. 3 articles. L'article 75 qui dispose, et je cite, « Le Parlement vote la loi de finances déposée par priorité devant la Chambre des représentants dans les conditions prévues par une loi organique. » Nous comprenons ici que la Constitution cite la loi de finances et précise que cette loi est votée par le Parlement et qu'elle est déposée par priorité devant la Chambre des représentants. Mais les conditions seront précisées dans une loi organique qui va apparaître en 2015. L'article 76 de la Constitution précise que le gouvernement soumet annuellement au Parlement une loi de règlement de la loi de finances au cours du 2e exercice qui suit celui de l'exécution de la dite loi de finances. Donc nous comprenons ici qu'il y a une 2e loi de finances, c'est la loi de règlement. Donc il faut savoir que la Constitution a aussi un volet qui est réservé aux finances publiques. Une façon de dire que les finances publiques représentent un moyen très important d'interventionnisme public. Il y a 3e article de la Constitution, l'article 77, qui dispose que le Parlement et le gouvernement veillent à la préservation de l'équilibre des finances de l'État. Nous l'avons relevé durant la dernière séance. Donc, et le Parlement et le gouvernement sont responsables de l'équilibre des finances de l'État. Le gouvernement peut opposer de manière motivée l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulée par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence par rapport à la loi de finances soit une diminution des ressources publiques, soit la création, l'aggravation des charges publiques. Donc toute proposition émanant du Parlement entraînant une augmentation des dépenses publiques et ou une baisse des ressources publiques sera irrecevable. Irrecevable. Alors voilà le premier texte de loi qui, bien sûr, parle, présente et fait allusion donc aux finances publiques. Deuxième texte de loi, c'est la loi organique relative à la loi de finances que j'ai citée tout à l'heure, qui est considérée comme étant une véritable constitution financière. La loi organique numéro 173, dans son article 1er, définit la loi de finances comme suit. Donc si on veut une définition de la loi de finances, il faut revenir à la loi organique. C'est une loi qui va organiser les finances publiques. Une loi organique qui a été citée aussi dans la Constitution. Comment cette loi organique définit-elle la loi de finances? Dans son article 1, l'article 1er. La loi de finances détermine pour chaque année budgétaire la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Donc, c'est une loi qui détermine la nature, le montant, l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'État, mais pour une année budgétaire. Alors, cette loi de finances, comme le précise la loi organique, tient compte de 2 éléments essentiels. Dans son élaboration, il faut prendre en considération 1. La conjoncture économique et sociale qui prévaut au moment de sa préparation. Il faut savoir une chose, que la loi de finances de l'année N est préparée pendant l'année N-1. Et donc, c'est en fonction de la conjoncture de l'année N-1 et bien sûr des prévisions pour l'année N que l'on établit la loi de finances. Donc, elle tient compte de cette conjoncture, mais aussi, deuxièmement, elle tient compte des objectifs et des résultats des programmes qu'elle détermine. Notez bien les programmes que nous avons explicités la dernière séance. Il faut préciser également que la loi de finances est structurée autour de 3 composantes.
lorsqu'on parle de loi de finances, il y a 3 éléments, 3 parties. Le budget général de l'État, les budgets des services de l'État gérés de manière autonome, et troisièmement, les budgets des comptes spéciaux du Trésor. Alors il y a 3 composantes de la loi de finances, mais le budget général de l'État est l'épine dorsale de la loi de finances. Comment on va prouver, argumenter ça à travers les chiffres? Alors en termes de chiffres, et si je prends la loi de finances 2020, en comparant entre les différentes composantes, nous trouvons que le budget général, c'est la partie la plus importante. C'est ainsi que les dépenses du budget général de l'État sont aux environs de 300 milliards de dirhams. Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont aux alentours de 90 milliards de dirhams. Alors que les dépenses des SEGMA, services de l'État gérés de manière autonome, sont d'environ 2,3 milliards de dirhams. Ça montre l'importance du budget général de l'État. Alors le budget général de l'État, qui comprend à la fois les recettes et les dépenses, nous reviendrons en détail prochainement à ce budget général de l'État et aux autres composants. Mais c'est quoi les comptes, en quoi consistent les comptes spéciaux du Trésor? Ce sont des comptes distincts du budget général et qui ont pour objet 1. De décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d'un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget général. Donc ça contient des opérations qui ne peuvent pas être incluses dans le budget général. 2. Soit ce sont des comptes qui ont pour objet aussi de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d'une année budgétaire sur l'autre. Et 3. Ce sont des comptes qui consistent à garder trace, sans distinction d'année budgétaire, d'opérations qui se poursuivent pendant plus d'une année. Mais ce sont des comptes relatifs à des opérations particulières. Ce sont des comptes spéciaux. Selon l'article 27 de la loi organique relative à la loi de finances, les comptes spéciaux du Trésor sont classés en 5 catégories. D'abord, il y a les comptes d'affectation spéciale. Et nous connaissons beaucoup de comptes tels que le fonds de soutien à l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain, le fonds de développement agricole, etc. Bon, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les comptes d'adhésion aux organismes internationaux, les comptes de financement, troisième catégorie. Quatrième catégorie, les comptes d'opération monétaire. Et cinquième catégorie, les comptes de dépenses sur dotation. Les comptes spéciaux du Trésor sont créés et supprimés par une loi de finances. C'est la loi de finances qui a la possibilité de les créer, et c'est la loi de finances qui peut les supprimer. Mais en cas d'urgence, des CST peuvent être créés en cours d'année budgétaire par décret conformément à l'article 70 de la Constitution. C'est-à-dire, une loi de finances peut être adoptée, exécutée à partir du 1er janvier, mais en cours de l'exécution de la loi de finances de l'année N, il y a une urgence. Alors cette urgence peut exiger la création d'un compte spécial de Trésor. Donc, on va donner ici un exemple, c'est l'exemple de la conjoncture actuelle, qui est relatif à la conjoncture actuelle, le fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, la Covid-19. C'est un compte qui a été créé sous les hautes directives, les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, bien sûr pour faire face aux effets économiques et aux effets sociaux de cette pandémie. Donc, pour vous dire que les finances publiques interviennent aussi en cas d'urgence, d'où l'importance que je ne cesse de répéter, l'importance des finances publiques comme étant un moyen d'action important, un moyen important d'action de l'État en matière économique et sociale. Bien sûr, lorsqu'il y a création de ces comptes spéciaux du Trésor, les commissions parlementaires chargées des finances en sont préalablement informées. Bien sûr, ces décrets doivent être soumis au Parlement pour ratification dans la plus prochaine loi de finances. Les comptes spéciaux du Trésor sont des comptes qui concernent des opérations particulières.
Les SEGMA sont des services de l'État non dotés de la personnalité morale dont l'activité doit tendre essentiellement à produire des biens ou à rendre des services dont l'on lieu à une rémunération. La création de ces services par la loi de finances est conditionnée par l'existence et la justification de ressources propres provenant de la rémunération de biens ou de services rendus. Ces ressources propres doivent représenter à compter de la 3e année budgétaire suivant la création des 10 services au moins 30% de l'ensemble de leurs ressources autorisées au titre de la loi de finances de la dite année. Les SEGMA, ou les services de l'État gérés de manière autonome, qui ne répondent pas à cette condition, sont supprimés par la loi de finances suivante. Là, c'est l'article 21 de la loi organique relative à la loi de finances. L'insuffisance des recettes propres des SEGMA est compensée par le versement de subventions d'équilibre du budget général afin de couvrir leurs dépenses d'exploitation et d'investissement. Alors on va donner quelques exemples de SEGMA, de services de l'État gérés de manière autonome. Il y a les centres hospitaliers provinciaux et régionaux. Il y a les centres régionaux d'investissement, etc. Donc ça, lorsqu'on approche la loi de finances, on comprend qu'il y a d'abord le budget général de l'État, il y a les comptes spéciaux du Trésor, il y a les SEGMA. Mais on avait dit que le budget général de l'État, c'est l'épine dorsale de la loi de finances. Et l'article 1 définit cette loi de finances comme un document qui détermine la nature, le montant des ressources et des dépenses. L'article 2 précise, au sens de la présente loi organique, on entend par loi de finances 1. La loi de finances de l'année, 2. Les lois de finances rectificatives et 3. La loi de règlement de la loi de finances. Donc, la loi de finances existe sous 3 types. Il y a la loi de finances de l'année, qu'on appelle la loi de finances initiale. 2. La loi de finances rectificative, qu'on va définir tout à l'heure. Et enfin, vous avez la loi de règlement. Quant à l'article 3, la loi de finances de l'année prévoit, évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges de l'État par référence à la programmation budgétaire prévue à l'article 5 de la loi organique relative à la loi de finances. Donc c'est une loi qui prévoit la loi annuelle, la loi de finances de l'année, la première catégorie de loi de finances, prévoit, donc la loi de finances n'est rien d'autre qu'un ensemble de prévisions, évalue, donne la valeur, énonce, cite et autorise. Donne l'autorisation à qui? Au gouvernement de collecter des ressources et d'effectuer des dépenses, bien sûr en relation avec une programmation budgétaire. Rappelez-vous le rôle des programmes dans la logique de performance. Il n'y a pas de dépenses publiques, il n'y a pas d'action par les finances publiques sans programmation budgétaire. L'article 5 dispose, et je cite, la loi de finances de l'année est élaborée par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée chaque année en vue de l'adapter à l'évolution de la conjoncture financière, économique et sociale du pays. Alors, lorsqu'on établit une loi de finances, il y a une loi de finances avec une programmation sur 3 ans. Par exemple, pour la loi de finances 2021, il y aura une programmation triennale pour 2021, 2022 et 2023. Et d'ailleurs, il y a la circulaire du chef du gouvernement qui a été adressée dernièrement aux différents responsables, les incitant à établir leur programmation budgétaire triennale accompagnée d'indicateurs de performance pour les années 2021, 2022 et 2023. Donc il y a une programmation triennale actualisée. C'est-à-dire que chaque année, on fait glisser la loi de finances avec cette programmation à l'année bien sûr suivante. Pour 2022, il y aura la programmation triennale pour 2022, 2023 et 2024.
Cette programmation vise notamment à définir, en fonction d'hypothèses économiques et financières réalistes et justifiées, l'évolution sur 3 ans de l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Donc, la programmation s'appuie sur des hypothèses économiques et financières réalistes et justifiées. On va le voir lorsqu'on va présenter les détails de la loi de finances 2020, que la loi de finances 2020 s'est basée sur un ensemble d'hypothèses, il y en a 4, taux de croissance économique à 3,7%, un déficit budgétaire à contenir dans la limite de 3,5% du PIB, un prix de la tonne du gaz butane à $350 la tonne et un taux d'inflation de moins de 2%. Donc ces hypothèses ne sont pas dictées à partir du vide. Donc ce sont des hypothèses qui doivent être réalistes et justifiées. Alors pour le projet de loi de finances 2021, comme je viens de le dire, il y a la circulaire du chef du gouvernement concernant la préparation de propositions relatives à la programmation budgétaire triennale pour la période 2021-2023, appuyée par des objectifs et des indicateurs de performance. Alors ça, c'est pour la loi de finances initiale. On a dit, selon la loi organique, il y a 3 types de lois de finances, la loi de finances initiale, mais aussi il y a la loi de finances rectificative. Qu'est-ce que la loi de finances rectificative? C'est la loi de finances qui vient rectifier les dispositions de la loi de finances initiale. Elle intervient dans plusieurs cas. Quand est-ce qu'il y a la loi de finances rectificative? Lorsqu'il y a un ensemble d'événements. Principalement, et premièrement, lorsqu'il y a changement de majorité au Parlement. Changement pouvant conduire à un infléchissement en matière de politique publique. Changement de politique publique. Et donc changement de l'action publique par les finances de l'État. Deuxième élément pouvant justifier une loi de finances rectificative, ce sont les modifications de conjoncture économique financière impactant l'équilibre financier. Par exemple, forte sécheresse, déséquilibre économique provoqué par une crise, flambée du prix du gaz butane, flambée du prix des céréales, etc. Bien sûr, tout événement pouvant entraîner un changement radical, aussi bien en matière de dépenses qu'en matière de recettes. Une loi de finances rectificative a pour but de corriger à la hausse ou à la baisse les dépenses et les recettes prévues en loi de finances initiale. Cette loi de finances rectificative est votée en cours d'année. Elle modifie les dispositions de la loi de finances initiale compte tenu de l'évolution de la conjoncture économique et financière. Concernant ces lois de finances rectificatives, et selon l'article 4, seules des lois de finances rectificatives peuvent en cours d'année modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas le droit de modifier radicalement les dispositions relatives aux dépenses et aux recettes sans qu'il y ait autorisation parlementaire. Et cette autorisation ne peut être faite qu'à travers des lois de finances rectificatives. Alors, loi de finances initiale, loi de finances rectificative, troisième type de loi de finances, la loi de règlement. Alors, la loi de règlement, c'est une loi qui constate l'exécution de la loi de finances. Rappelez-vous, on avait dit la reddition des comptes, un des piliers de la réforme des finances publiques. L'État doit rendre compte, et pour rendre compte, il faut établir une loi de règlement. La loi de règlement constate l'exécution de la loi de finances. Selon l'article 64 de la loi organique relative à la loi de finances, la loi de règlement de la loi de finances constate et arrête le montant définitif des recettes encaissées, des dépenses dont les ordonnances sont visées, se rapportant à une même année budgétaire, et arrête le compte de résultat de l'année. La loi de règlement approuve le compte de résultat de l'exercice de l'année concernée, établi à partir des recettes et dépenses constatées conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi organique relative à la loi de finances. C'est une loi de règlement qui établit donc une comparaison entre les prévisions et les réalisations. Les prévisions en termes de recettes et les
donc une comparaison entre les prévisions et la réalisation en termes de recettes, mais aussi les prévisions et la réalisation en termes de dépenses. Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice. Le cas échéant, la loi de règlement de la loi de finances 1. Ratifie les crédits supplémentaires ouverts conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi organique relative à la loi de finances. 2. Constate et autorise à titre de régularisation les dépassements des crédits ouverts et ouvre les crédits nécessaires pour les régulariser tout en donnant les justificatifs nécessaires. Parfois, il y aura des dépassements et donc la loi de règlement doit constater et autoriser ces dépassements en raison de conjonctures peut-être défavorables. 3. La loi de règlement constate l'annulation des crédits n'ayant pas été consommés. Certains crédits, certaines enveloppes budgétaires peuvent ne pas être consommées, donc c'est à la loi de règlement de le constater. Donc, je vais donner l'exemple à partir du projet de loi de règlement 2017. Donc les crédits supplémentaires ouverts sont aux alentours de 6,9 milliards de dirhams. Les crédits n'ayant pas été consommés sont aux alentours de 7 milliards de dirhams. Alors, l'article 65, et conformément à l'article 76 de la Constitution, le projet de loi de règlement de la loi de finances est déposé annuellement, en priorité sur le bureau de la Chambre des représentants, au plus tard à la fin du premier trimestre du deuxième exercice qui suit celui de l'exécution de la loi de finances concernée. C'est-à-dire que, comme on prépare un projet de loi de finances, on prépare aussi un projet de loi de règlement. Et ce projet a une date limite dans laquelle il faut déposer le projet de loi organique. Cette date, c'est au plus tard la fin du premier trimestre du deuxième exercice qui suit celui de l'exécution de la loi de finances concernée. Par exemple, pour la loi de finances 2018, la loi de règlement doit être déposée, le projet de loi de règlement doit être déposé au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année 2020. Donc, premier trimestre du deuxième exercice. Premier exercice qui suit, c'est 2019. Deuxième exercice qui suit, c'est 2020. Et donc, ce sera la fin du premier trimestre 2020. L'article 66, le projet de loi règlement de la loi de finances est accompagné du compte général de l'État, appuyé du bilan et des autres états financiers, d'une annexe relative aux crédits supplémentaires ouverts, du rapport annuel de performance élaboré par le ministère chargé des Finances. Ce rapport constitue la synthèse et la consolidation des rapports de performance élaborés par les départements ministériels et institutions. Du rapport sur les ressources affectées aux collectivités territoriales et enfin du rapport d'audit de performance. Le rapport sur l'exécution de la loi de finances et la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte général du royaume sont communiqués par la Cour des comptes au Parlement. Donc vous voyez l'intervention de la Cour des comptes sur laquelle nous reviendrons lorsqu'on évoquera la question du contrôle de la loi de finances. Donc une copie doit être transmise au gouvernement. Après avoir défini les lois de finances et présenté leur structure, donc la loi de finances comprend 3 parties: budget général de l'État, les comptes spéciaux du Trésor et les SECMA. Il y a 3 types de loi de finances: loi de finances initiale, loi de finances rectificative et loi de règlement. On va passer à la délimitation du contenu de la loi de finances, ou ce qu'on appelle la prohibition des cavaliers budgétaires. Les cavaliers budgétaires. Qu'on n'a pas le droit de mettre tout ce qu'on veut dans la loi de finances, afin d'éviter de surcharger indûment la loi de finances de dispositions n'ayant pas de rapport direct avec son objet principal. La loi organique des finances a tenu à en délimiter le contenu par la prohibition de ce qu'on appelle les cavaliers budgétaires. Que signifient les cavaliers budgétaires? Les cavaliers budgétaires signifient toute disposition insérée à l'initiative du gouvernement ou à l'initiative du Parlement dans une loi de finances et qui n'a pas de rapport avec l'objet de cette loi. On n'a pas le droit de mettre une disposition, d'insérer une disposition de la loi de finances qui ne se rapporte pas aux finances publiques.
par exemple, ne va pas intégrer une disposition relative si vous voulez, à un accord de libre-échange ou à une disposition relative au droit pénal. Ainsi, l'article 6 de la loi organique relative à la loi de finances délimite le contenu de la loi de finances et prévoit que les lois de finances ne peuvent contenir que des dispositions concernant les ressources et les charges ou tendant à améliorer les conditions de recouvrement des recettes et le contrôle de l'emploi des fonds publics. Donc la loi organique, dans son article 6, est claire. La loi de finances ne peut contenir que des dispositions relatives aux ressources et aux charges publiques, que des dispositions qui tendent à améliorer les conditions de recouvrement des recettes, les conditions de collecte des recettes, mais aussi de contrôle de l'utilisation de l'argent public. L'article 56 de la loi organique relative à la loi de finances dispose que, conformément au deuxième alinéa de l'article 77 de la Constitution, le gouvernement peut opposer de manière motivée l'irrecevabilité à des articles additionnels ou amendements ayant pour objet soit une diminution de ressources publiques, soit la création, l'aggravation d'une charge publique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit aucune proposition, aucun article additionnel, aucun amendement n'est recevable lorsque cette proposition, cet amendement ou ces amendements entraînent soit une diminution des ressources de l'État, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, c'est-à-dire la création de dépenses supplémentaires ou l'accroissement de ces dépenses publiques. Aussi, l'article 56 de la loi organique relative à la loi de finances, encadrant le droit d'amendement parlementaire, conformément au deuxième alinéa de l'article 77 de la Constitution, stipule que tout autre article additionnel ou amendement doit être justifié. Cette disposition qui exige la justification des additions ou amendements, 1. implique la démonstration de leur rapport avec les objectifs de la loi de finances, 2. limite ainsi la prolifération des cavaliers budgétaires. Donc, dans cette séance, nous avons présenté les traits caractéristiques de la loi de finances, nous avons présenté la structure de la loi de finances. Donc la loi de finances se compose du budget général, des comptes spéciaux et des segments, mais aussi qu'il existe 3 types de loi de finances: la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative ou les lois de finances rectificatives et la loi de règlement. La prochaine séance sera réservée aux principes budgétaires. Merci pour votre attention.